Je vais vous résumer légèrement le chapitre 15 de Jojo Lands pour qu'on se remette dans le bain. Il se passe tellement de choses en un mois qu'on a tendance à oublier les petits détails des chapitres, donc je pense qu'on en a bien besoin. Le chapitre 15 nous montrait comment le groupe est parvenu à découvrir d'où provenait cette réaction soudaine d'Uzagi, ni d'une maladie, ni de la drogue, mais bien d'un stand qui protégeait les Deeds comme une mine. Uzagi était littéralement en train de se noyer, tandis que Charming Man, qui persistait dans l'idée de l'abandonner, transforme son stand en paille pour évacuer cet excès de flotte et respirer de nouveau. Il est transporté jusqu'au van et sans qu'un stand ait en lui, mais le groupe doute, puisque c'est ce que dirait un drogué pour se défendre. Seulement à l'extérieur, la femme du bureau de registre a exactement les mêmes symptômes au même moment, ce qui les fait douter. Pour en avoir le cœur net, Charming Man s'introduit dans son corps et aperçoit le fameux stand qui découpe des vaisseaux sanguins et semble se déplacer. Même faible et lent, le toucher pourrait s'avérer fatal puisqu'il semble désintégrer les parties qu'il touche, et au même moment, Dragona est victime de ces symptômes. Avant de finir le chapitre, des figurants nous apprennent que le père de la femme du bureau de registre est député et se bat activement contre Howler. Ce qui nous amène au chapitre 16, nommé le Bags Groove de cette fille, partie 1, et qui va continuer dans son élan. Première chose intéressante à remarquer, on revient à une utilisation d'une première page, ou double page en l'occurrence, où Jodio résume rapidement la situation en quelques mots. Ce procédé de narration se faisait beaucoup dans Jojo Lion, et c'est bien la première fois qu'on le revoit dans Jojo Lands, même si chapitre 7 l'a déjà plus ou moins fait en réalité. Ça permet de se remettre dans le bain très rapidement, comprendre les enjeux en cours, un bon bonus pour des chapitres aussi espacés dans le temps. Et c'est même plus que ça, on a en tout 3 pages comme celle-ci, avec un schéma de coupe du corps de Uzagi rappelant fortement Battle Tendency au passage. En tout cas, la situation est tendue puisque 3 sur 5 sont mal en point à cause du stand. Et contrairement à The Lovers, qui était dangereux sur le moyen terme et qui n'handicapait pas tant que ça Joseph si Jotaro ne frappait pas son ennemi, ici c'est vraiment des effets quasi immédiats et très handicapants. On le voit avec Dragona qui reste consciente bien qu'elle ne puisse pas physiquement réagir. Mais heureusement Jodio est là et devine comme par magie où se trouve le stand. Je dis comme par magie puisque j'ai fait quelques recherches sur le corps humain et on sait qu'un œdème pulmonaire intervient quand les poumons reçoivent trop vite trop de sang désoxygéné. Pour expliquer simplement, quand le cœur se met à perdre de sa force musculaire, il va compenser en augmentant sa puissance, donc le rythme cardiaque va s'accélérer et le volume du cœur va augmenter. Ça résulte en une augmentation de la pression qui va suivre en une décompensation cardiaque, du sel et de l'eau s'accumulant dans les poumons, comme on peut l'observer chez Uzagi et Dragona. Du coup, la question qui se pose, comment Jodio sait que le poumon droit est touché en premier ? On le voit par les schémas, la veine cave passe dans le cœur et les artères pulmonaires sont reliées aux 2 poumons, donc aucune raison pour lui de savoir quel poumon sera touché en premier vu que c'est à équidistance. Bon, en fait si, le poumon droit est divisé en 3 parties appelées lobes, et plus large que le poumon gauche qui n'est qu'en 2 parties et un peu plus petit pour accueillir le cœur. Donc Jodio, évidemment médecin reconnu à 15 ans, parvient à deviner où se trouve le stand, ce qui permet à Smooth Operator de l'immobiliser et lui le one-shot avec une toute petite goutte de November Rain. Reste à savoir maintenant comment il parvient à produire un œdème pulmonaire. Alors je sais pas trop, Charming Man disait qu'il endommageait les vaisseaux sanguins, mais Jodio parle d'un cancer, donc les réels effets du stand sont inconnus en réalité sans spéculer. Compte tenu des détails scientifiques de l'œdème pulmonaire et de l'insuffisance cardiaque, j'imagine que par un moyen obscur, il va faire perdre en efficacité les organes et muscles du corps, peut-être en coupant les vaisseaux sanguins pour forcer le cœur à compenser en accélérant, pour immobiliser sa victime avant de s'attaquer à son cerveau. Mais bref, Dragona est sauvé et il se dirige vers un hôpital pour utiliser un scanner IRM afin de localiser précisément les lésions effectuées par le stand, et donc le stand directement. Seulement, l'ennemi, qui sait que les deeds originaux ont été visionnés, se repasse les images des caméras. Bon, vous l'avez vu, c'est pas cet inspecteur Bobby Jean, l'ennemi. Vous savez que c'est la petite fille qui grandit au fur et à mesure que les pages avancent d'ailleurs. On passe d'une gamine de 10 à 16 ans, on dirait. Enfin bref, un peu bizarre. Mais celle-ci devient extrêmement sérieuse une fois qu'elle saigne du nez. C'est la magneuse de stand, et elle sait qu'un d'entre eux a été détruit. Mais elle ne sait pas comment ou par qui. Et c'est là où on voit les petites incohérences des images trafiquées par The Mate Kudasai, puisqu'à la fin, vu qu'il a servi de paille, aucun moyen de cacher leur identité aux caméras. Et donc les 3 étudiants venus voir les kids dans un pick-up se sont transformés en 3 voyous dans un van. Et en plus, plein d'incohérences dans le déroulé, dû à l'attaque soudaine.
Mais à part une demande de consultation des caméras de surveillance pour les plaques d'immatriculation, finalement aucune conséquence directe. La manieuse, très confiante dans ses backsgrooves, comme elle aime les appeler. Elle est sur la bonne piste, c'est que ce sont des manieurs et que l'un d'entre eux a été éliminé. Mais finalement on n'engage pas d'action directe comme une poursuite, ok ? Finalement, on revient à l'hôpital où nos protagonistes observent Monsieur White, le père de la femme de l'accueil, le fameux député qui poursuit la société Howler. Je savais bien qu'ils allaient en faire quelque chose de ce député, sortir cette info comme ça n'aurait eu aucun sens autrement que par l'utiliser de cette manière. Et Mama, quelle chance! Celui-ci s'apprête à signer une décharge pour saisir les terrains d'Howler pour soupçon de fraude. Enfin non, il l'a signé, il faut juste l'envoyer avec confirmation par empreinte digitale. Il sait que Howler est peut-être derrière tout ça, et effectivement c'est ce qui semble s'être produit et a signé sous l'élan de l'émotion. Mais il n'aurait pas dû laisser sa tablette en plein milieu, et surtout devant nos voleurs, Smooth Operator déplace l'empreinte digitale du sénateur et valide l'envoi. Le terrain arrive. Et donc, c'est avec tout cela que je peux annoncer sans vergogne, enfin à mon avis, que dans sa manière de narrer l'histoire, Araki est un peu lunatique, et n'arrive pas à se concentrer sur une seule chose à la fois. Rappelez-vous de Jojo Lion, prenons l'exemple par exemple de l'arc Dolomite, un objectif, retrouver le botaniste, un petit problème qui devient un gros problème, puis le climax où tout semble être perdu avant que la solution n'arrive et qu'on arrive enfin à continuer l'histoire. Tout cela était bien amené avec un Jobin en quête d'alliés pour ralentir Josuke. Alors je ne dis pas qu'il faut mettre en pause l'histoire pour laisser place à l'action, mais je trouve quand même que chaque chose en son temps est le meilleur proverbe à appliquer ici. Surtout que des arcs font très bien ce mix entre combat de stand et objectifs à atteindre, par exemple Ghiaccio et son White Album, qui est venu mettre des bâtons dans les roues de Giorno et Mista en voulant récupérer la disquette à Venise, encore Darby l'aîné qui intervenait à un moment où les croisés recherchaient le manoir de Dio, et encore l'histoire est mise en pause d'urgence puisque les âmes de Joseph et Polnareff ont été enfermées, mais bref, vous avez compris le truc. Uzagi était limite en train de clamser, mais s'en fiche. Charming Man était par terre mais se relevait miraculeusement. Sérieusement, on aurait pu avoir ça à la fin de l'arc. Mais ça ne rend pas la situation inintéressante pour autant. Au contraire, c'est un retournement de situation très intéressant qui aurait mérité d'être développé plus tard. Un peu comme le flashback de Dragona et Jodio, qui je trouve était bien trop fort pour un moment si peu intéressant vu la finalité. C'est là, mais on dirait qu'il a tout mélangé et qu'il ne sait plus à quel moment doit arriver quel événement présent ou passé. En tout cas, je ne sais pas quoi dire de plus à propos de ce chapitre. Bon, il n'est pas inintéressant, juste on a l'impression que ça part dans tous les sens et que rien n'avance vraiment. Pour la suite, je pense que la manieuse va se diriger vers l'hôpital, c'est même quasi sûr, mais vu que son stand est extrêmement faible, j'ai un doute sur sa combativité et sur le fait qu'elle parvienne à les retrouver avant qu'il ne bute son stand. Donc encore un combat un peu moisi à l'horizon. Rappelez-vous qu'avant ça, les combats c'était un mangaka qui a été capturé avec des colliers de serrage, des chats abattus par du caviar, et un type qui est devenu leur meilleur copain après un plouf dans l'océan. Par contre pour les Deeds, ok, l'État va les saisir, mais après, comment vont-ils revenir à eux? Vont-ils les gagner par la force des choses? Là ça semblait juste être un coup de chance et non un coup de la lave, ils se seront retrouvés au bon endroit au bon moment, surtout que c'est Backgroove qui a provoqué l'œdème de cette femme. J'imagine bien qu'il va y avoir des complications ensuite, mais je n'arrive pas à imaginer ce que ça va être. Est-ce qu'ils vont devoir jouer les huissiers de justice pour s'approcher des terrains? Vont-ils y découvrir des trucs de fou autour de la production de roches de lave ou d'un artefact similaire à la flèche stand? Vont-ils découvrir une sorte d'usine de fabrication de manieurs et voir qu'Howler est en réalité une mafia comme dans Golden Wind? Je pars peut-être un peu loin, mais il n'y a pas grand chose à analyser, je peux vous l'assurer. Mais en tout cas, encore un chapitre qui laisse planer le doute et qui a quelques points intéressants dans sa narration ou mise en scène. On se régale toujours autant sur la forme, mais dans le fond, je trouve ça un peu décousu et brouillon. Après, peut-être que je ne capte pas l'essence du truc, ou manque peut-être d'une vision d'ensemble pour en discuter de façon précise. Mais c'est pour cela que vous êtes là, et si vous pensez que je me trompe, n'hésitez pas à me rectifier en commentaire, toute analyse personnelle est la bienvenue. On se retrouve dans quelques jours pour le chapitre 17, c'était Red+, arrivederci.